Bonjour tout le monde, merci beaucoup de votre présence. L'objectif de cette session, nous allons échanger avec Noël Lee de la société Alloresto et Frédéric Atlan, société Claranet, sur plateforme e-commerce en mode DevOps pour plus d'agilité. Mais Frédéric Atlan va vous parler et Noël Lee également va vous parler de ce que ça veut dire DevOps. Et c'est vraiment une méthodologie au global. Et à la fin, nous reviendrons sur les next steps par rapport à tout ça. Donc, je vais vous laisser la parole. Merci encore. Bonjour à tous, merci Cécilia. Donc, je me présente, je m'appelle Frédéric Atlan, je suis responsable de l'offre cloud public chez Claranet. Et effectivement, aujourd'hui, avant de passer le micro à Noël, ce qu'on souhaitait faire, alors j'imagine, je crois qu'on est entre 200 et 300 dans la salle aujourd'hui, j'imagine que plusieurs d'entre vous savent ce que c'est que le DevOps. Donc, je vais essayer de faire juste un slide court pour rappel. Par contre, après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé une méthodologie autour de notre appropriation de ce que peut être le DevOps, et c'est ce qu'on souhaitait vous partager aujourd'hui. On a aujourd'hui entre 200 et 300 clients sur AWS, donc on a beaucoup d'expérience, d'expertise, de feedback sur ce qu'on a mis en production, et l'expérience nous a démontré que parfois, par le passé, parce qu'on voulait avoir une approche DevOps, on pouvait être désorganisé. Donc l'idée, c'était de dire, on fait du DevOps, mais on va quand même créer toute une méthodologie autour de ça qu'on a appliquée pour le cas à Loresto et que Noël vous partagera tout à l'heure. Alors, Claranet, juste en substance, on est présent dans 8 pays, on fait de l'infogérance sur AWS, bien évidemment, on est premier partenaire. La première fois qu'on a commencé à mettre les mains sur la plateforme, c'était, il me semble, en 2010, pour un client qui faisait du social, qui avait des jeux sur Facebook, et il y avait un gros spread, et on avait des millions d'utilisateurs simultanés, on avait nos infra on-prem qui étaient challengés par la charge. Donc on a commencé il y a 10 ans, et on a véritablement éprouvé la plateforme, on va dire à partir de 2012, où là on a commencé à avoir des clients en production dessus. On a une centaine d'ingénieurs qui sont certifiés, et on fait pas mal de développement homemade, que ce soit sur les outils de facturation on top d'AWS, sur le continuous deployment également, et tout ce qui est bien sûr infrastructure as a code. DevOps, c'est donc deux besoins, deux enjeux qui peuvent être parfois divergents entre les développeurs qui ont besoin d'aller très vite et de pousser des nouvelles features, des nouvelles fonctionnalités qui sont challengées par leurs équipes marketing, et les ops qui finalement recherchent de la stabilité. Et globalement, l'expérience a démontré que moins on touchait à une plateforme et plus elle était stable. Donc on a ces deux enjeux, et l'idée de DevOps, c'est juste de réunir les devs et les ops avec des process, des outils, des méthodes, une meilleure communication entre les deux pour faire en sorte qu'il y ait plus de fluidité. Je ne sais pas si vous connaissez l'approche d'AWS en termes de niveau de maturité, mais AWS identifie 3 niveaux de maturité chez ses clients en termes de migration. C'est-à-dire que quand on souhaite migrer sur le cloud, AWS, et on est assez raccord avec eux, dit il y a 3 méthodologies pour migrer. La première, c'est l'approche lift and shift. Je vais migrer mon existant Aziz et faire du 1 pour 1, donc sans profiter pleinement de toute la quintessence de ce que peut nous apporter le cloud. La deuxième, c'est optimized. Donc optimized, c'est je vais aller piquer des briques de services managés, typiquement un RDS MySQL managé, et je vais l'implémenter au moment de la migration. Et la troisième, c'est design. C'est des approches dites serverless en utilisant des fonctions lambda et consorts, où là, on va vraiment utiliser tous les services du cloud. Nous, on a identifié que Alloresto était prêt pour migrer en mode, alors là c'est chez nous, c'est plus chez AWS, dit cloud native. En gros, ce qu'on considère, c'est qu'on a deux façons de délivrer le service. Quand on est en approche lift and shift, on va plutôt être sur des équipes de production, donc du conseil en amont, de la production, de la maintenance et du build, qui vont être plutôt dit cloud ready, avec une approche plutôt utile, plutôt processée. Et quand on est sur optimize et design, on va plutôt être sur le bucket chez nous de nos équipes cloud native, avec des profils plutôt DevOps. Ça c'est pareil, les retours d'expérience nous ont démontré que des profils DevOps comme on peut avoir aujourd'hui, tout simplement n'ont pas envie de travailler sur des modèles dits lift and shift, et inversement, ceux qui travaillent sur des modèles lift and shift n'ont pas forcément toute la connaissance pour travailler sur les modèles optimize et design. Cet assessment, on le fait comment? On valide en gros 3 points.
Donc on a validé que pour Alloresto, au niveau des personnes qu'on avait en face de nous, au niveau de l'organisation et au niveau de l'application, tout était prêt à aller dans le cloud. Il m'arrive parfois d'aller en réunion dans des entreprises où on est 20 autour de la table et on décide de quelque chose qu'on pourrait décider potentiellement en 2 minutes. Là, potentiellement, qu'on ne va pas cocher la case organisation et on sait qu'on va avoir des barrières et que ça va être complexe et qu'on sera plus dans la case process et utile. Donc là, organisation, on l'a validé. People, on a des interfaces en face de nous chez Alloresto qui sont des petites équipes qui sont déjà organisées en mode agile, en Scrum, en Kanban, donc ils nous ont pas attendu pour qu'on vienne leur expliquer comment on doit fonctionner en mode agile. Donc là, c'était plutôt à nous de venir nous calquer sur leur modèle pour travailler avec eux, mais on avait des personnes en face de nous qui avaient une vision à 360 et surtout qui étaient très techniques. Donc cette proximité technique nous permet d'aller très très vite sur l'approche DevOps globalement qu'on veut mettre en place. Et puis la troisième chose qui n'est pas négligeable, c'est que l'application se prêtait bien à être tweakée par briques de service pour la rendre cloud compliant, contrairement à d'autres applications, parfois un petit peu plus SI, qui sont moins prêtes à aller dans le cloud. Donc là, on avait tous les indicateurs au vert. L'application DevOps, c'est ça, c'était pour vous expliquer ce que dans notre équipe Cloud Native, donc Cloud Ready, comme on l'a vu tout à l'heure, à gauche, c'est plutôt pour les projets lift and shift avec certains types de profils. On va utiliser certaines briques de services d'AWS. Et sur la partie Cloud Native, on va utiliser des services plus avancés d'AWS qui nous permettront à nous, à l'exploitation, forcément de travailler moins. On parle par exemple de fonctions lambda. Aujourd'hui, tous les scripts d'extinction d'environnement la nuit, pour ceux qui souhaitent éteindre leurs environnements, sont scriptés sur des fonctions lambda. On parle aussi d'autoscaling avec les tâches planifiées qu'on a dans l'autoscaling. On peut aujourd'hui créer des templates pour des templates prédictifs, un peu comme Alloresto, où on sait que les gens vont aller déjeuner et dîner plutôt vers midi et plutôt vers 20h, de créer des templates d'autoscaling. Tout ça fait qu'une fois qu'on aura fait le build, bah forcément, pour les équipes d'Alloresto et pour nous également, c'est moins de temps et on va s'affranchir de toutes ces tâches au quotidien. Dans ce workflow, on a représenté ce qui pour nous était un pain point, la mise en prod. Avant d'adopter un workflow vraiment DevOps de bout en bout, c'était qu'en gros, nos clients, alors ça pouvait être Alloresto, mais un client fait une mise en prod et nous, on a un downtime et on est en train de troubleshooter. Et finalement, on se rend compte que le troubleshooting, on est parti dans une direction et qu'il suffisait de discuter avec les équipes de dev ou d'avoir eu un trigger à un moment donné qui a été positionné lors d'une MEP pour savoir que le downtime ou la baisse de performance a été lié à cette mise en production. Donc là, sur ce workflow, c'est un workflow générique à l'ensemble de nos clients, mais après, il y a forcément des spécificités et tous les outils ne sont pas représentés ici. Mais en gros, on a les équipes de développement qui vont pousser leur code sur un repo Git. Ensuite, on a le Jenkins qui va faire l'intégration continue. On a développé en interne un outil de déploiement continu qui s'appelle Cloud Deploy. Alors là, on ne peut pas faire beaucoup plus DevOps parce qu'on l'a développé et on le développe avec nos clients. C'est-à-dire qu'on a des clients comme Open Classroom, comme Alloresto, comme d'autres clients qui contribuent au développement de cet outil. Une fois que cette mise en prod est poussée, elle va bien sûr sur AWS. La mise en prod est taguée sur New Relic. C'est interfacé avec notre outil de monitoring Datadog qui va aller piocher des informations de CloudWatch et également de New Relic. Et on a notre mise en prod qui apparaît dans Slack, qui est un environnement où on communique également avec Alloresto. Et on sait qu'à un instant T, on a cette mise en prod et on sait qu'elle est taguée également dans New Relic. Donc au moment où on a besoin de troubleshooter, on peut aller faire un deep dive dans New Relic. Derrière, on a bien sûr nos daily meetings. Et dans ces daily meetings, on peut faire soit un post-mortem de l'événement qui s'est mal produit. Et on peut également, en anticipation, au moment où sur Slack, on a ce trigger qui arrive, décider si les performances ont baissé, de faire tout simplement un rollback. Donc l'outil Cloud Deploy permet aujourd'hui à Alloresto d'être complètement autonome sur ses mises en prod et ses rollbacks s'il y a besoin. Ce qu'on souhaitait, c'est donner toute autonomie aux développeurs dans
la réalisation de ces mises en production. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pense qu'on a passé le temps où il faut appeler son prestat ou ses équipes pour faire une mise en prod, et il faut que les équipes de développeurs soient autonomes là-dessus. Je finirai juste là-dessus avant de passer la main à Noël. C'est le Cloud Native Framework, alors là qui est pour le coup qui est homemade et qui est vraiment le fruit des différentes migrations qu'on a pu faire sur le cloud AWS. En gros, vous retrouvez l'Infinite Loop où on n'apprend pas grand-chose sur la partie process et qui reprend tout ce qui doit être fait par l'approche DevOps. Par contre, on a souhaité cadrer ça. C'est-à-dire que souvent, on s'inscrivait dans cette méthode code, build, test, release, deploy, operate, monitor, improve, mais on le faisait de façon un peu déstructurée. Aujourd'hui, on a souhaité, avant une migration, faire une partie de cadrage qui est exposée à gauche, et on pourra en reparler si vous souhaitez, vous viendrez sur le stand pour que je vous la détaille. Vous avez le process DevOps. On a mis une routine en place avec le backlog, des daily meetings et les Friday demos. Donc là, c'est copié sur la méthode Scrum qu'avait déjà Aloresto. Et on a lancé un espace de partage qui est finalement continu, et celui-là était plutôt désorganisé, donc on l'a organisé, où on a fait des workstreams. On s'est rendu compte que dans toutes nos migrations, on parlait de la même chose. On abordait toujours la landing zone, l'infrastructure as a code, quel outil de monitoring, comment on va déployer, comment on va gérer les coûts en taguant les instances, quel modèle opérationnel on va définir avec les équipes de nos clients, comment on va aborder du Kubernetes, du Docker et consorts. Donc on a tous ces sujets-là qui sont identifiés. Aujourd'hui, on a identifié une quinzaine de streams à peu près, enfin de workshops. Et pour les plus faciles, ils naissent et ils meurent workshop, c'est-à-dire qu'en 3 heures, on a fait le tour de la question. Et pour les plus complexes, bien souvent, ça peut durer des semaines, voire des mois, où on a besoin de se mettre d'accord avec les équipes sur la façon dont on va travailler. Donc ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est processé et qui est identifié chez nous. Ça, c'est le cadre. Et maintenant, je vous propose tout simplement que Noël vous explique l'application de cette théorie. Bonjour tout le monde, donc je m'appelle Noël Lee, je suis responsable plateforme dans la société Aloresto by Just Eat. Donc la société, c'est un service qui permet aux clients de faire une commande de restauration livrée. Contrairement à notre nom, on ne prend pas les commandes par téléphone, mais on est un pure player, donc c'est-à-dire qu'on prend tout sur Internet. Le By Just Eat, c'est notre liaison avec notre maison mère qui est basée au UK. Le groupe Just Eat, en fait, fait exactement le même business que nous. Il fait de la restauration livrée et il est présent dans 13 pays différents. On est présent en Amérique du Sud, tel que le Brésil, l'Amérique centrale avec le Mexique, l'Amérique du Nord avec le Canada. On est très présent en Europe avec le UK qui est de loin notre leader du groupe. On a le Danemark, la Norvège, la Suisse, l'Italie, l'Espagne, l'Irlande. Et les derniers pays qui nous ont rejoints, c'est l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Tout ça, ce sont des pays qui sont leaders dans la restauration livrée. La politique, c'est de être le plus performant possible et d'être toujours le leader quand on rachète un nouvel acteur. Donc voilà. Concernant Aloresto, donc forcément, comme le reste du groupe, on est leader sur le marché français. Par contre, nous, on est un des pionniers. On existe depuis 18 ans, pour ceux qui ne savent pas. Donc, ça a commencé en 98 avec notre fondateur Sébastien Forest. Et on a eu tous les aléas de la bulle Internet et tout ça, jusqu'à ces dernières années devenir un vrai leader devant tous nos concurrents. Là, en ce moment, vous pouvez peut-être en voir un peu plus, mais la concurrence ne nous a pas fait peur, c'est plutôt le contraire. On est beaucoup plus, on va dire, content qu'il y ait de la concurrence parce que comme ça, c'est beaucoup plus challengeant. Malgré que la concurrence soit arrivée, on arrive à maintenir une croissance à 2 chiffres. Donc l'année dernière, on a dépassé les 40%. C'est une croissance dont on est assez fier. On est une des meilleures croissances dans le reste du groupe, malgré que le fait de commander de la restauration livrée soit pas forcément rentré dans les mœurs, dans la culture française.
parce qu'on aime bien la bonne nourriture. Et en règle générale, on aime bien sortir et se faire une petite brasserie, tout ça. Mais là, pour le coup, la restauration livrée commence à rentrer de plus en plus parce que, tout comme d'autres services, on aime bien se faire servir, donc se faire livrer. Étant donné qu'on est leader, au niveau de la food tech, notre application est la plus téléchargée au niveau français. Au niveau du reste du groupe, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, au niveau français, on est les premiers, avec plus de 2 millions de téléchargements. Avec notre application, vous avez la possibilité de commander dans toute la France. On est présent dans plus de 2000 villes. On a à peu près presque 5000 restaurateurs qui travaillent avec nous, ce qui nous permet d'avoir un panel de 50 spécialités pour les meilleures zones. Malheureusement, pour ceux qui sont dans la Creuse, vous n'aurez pas forcément possibilité de commander du cubain, mais en tout cas, sur Paris, vous pouvez aussi bien commander du cubain que du brésilien, si vous voulez parler. Après, je ne parle même pas des Chinois, Japonais et compagnie, où vous avez forcément entendu parler. Être leader, ça signifie quoi pour le côté plateforme? Pourquoi on est là? Ça signifie pas forcément des contraintes, mais des obligations également. Vous devez pouvoir absorber des forts trafics de personnes qui viennent sur votre site. Ça signifie quoi? J'ai faim, mais j'ai faim seulement aux heures de repas. Donc, votre trafic, lui, il va être en pic sur les heures de repas. Donc, vers midi, vers 18h, 20h. Ça, c'est les pics qu'on a. Pareil pour les jours de la semaine. On commande beaucoup plus en fin de semaine plutôt qu'en début de semaine. Pourquoi? Parce que pendant le week-end, vous avez le temps de faire les courses. Donc, commandez moins en début de semaine. Fin de semaine, vous avez le frigo vide, vous rentrez de week-end, vous avez la dalle, vous commandez parce que vous avez la flemme de faire à manger ou de sortir prendre à emporter quelque chose. Donc voilà. Donc ça, c'est des pics de trafic qu'on a. Je pense que tout le monde peut s'en douter. Sauf que chez Allo Resto, on essaye également de promouvoir la marque. Quand on promue la marque, on effectue de temps en temps des campagnes de com. Donc vous avez peut-être vu notre pub à la télé. Certaines personnes pourraient ne pas y croire, mais avoir une pub à la télé, ça génère du trafic. Quand vous avez plusieurs pubs qui apparaissent en même temps, vous avez encore plus de trafic. Et plus vous vous rapprochez du 20h de TF1 un dimanche soir, plus vous aurez de trafic. Ça, c'est des choses qu'il faut pouvoir, qu'on peut anticiper parce qu'on a, parce qu'on a la programmation de la pub. Sauf que derrière, vous avez une impossibilité de savoir combien de personnes sera sur votre site. Donc ça, c'est des choses qu'il faut pouvoir anticiper côté plateforme. Derrière, au niveau des performances, je pense que tout le monde ici va être d'accord avec moi que si vous arrivez sur un site internet qui prend plus de 2 secondes à s'afficher, vous êtes déjà parti, vous allez voir la concurrence. Donc il faut qu'on respecte ces vitesses et ces performances d'affichage. C'est pour ça que c'est très important d'optimiser votre site internet. Tu veux dire quelque chose? Oui, juste, tu peux peut-être parler de l'effet capital? Ah oui. C'est assez commun chez nos clients, mais Alors, ce que vous aviez connu avant. bien sûr. Alors, on parlait encore des volumes du trafic. L'année dernière, on n'était pas encore passé sur AWS. On a eu une émission, on est passé sur Capital. Il y a eu un show. D'ailleurs, je peux vous dire que c'était chaud aussi pour moi. Parce que j'étais devant mes outils de monitoring, je voyais le trafic monter. Et je peux vous dire que vous vous sentez très impuissant quand vous ne pouvez rien faire et que toute l'infrastructure est dans le rouge. Aussi bien load balancer, aussi bien la base de données, tous les CPU, tout est monté. Ce qu'on appelle l'effet capital, c'est ça vous crache le site, tout simplement. Vous avez notre site qui est tombé, mais vous avez aussi le site de nos concurrents qui est tombé. Et eux, ils ont mis le site en maintenance. Nous, on n'a même pas pu le mettre tellement il y avait de trafic. Pouvez-vous dire que cet effet-là, beaucoup de personnes peuvent dire oui, on va pouvoir l'anticiper, mais très peu peuvent réellement l'encaisser, sauf si forcément vous avez une archi monstrueuse avec 10 millions de serveurs et beaucoup de cache derrière. Mais voilà, ça c'est l'effet capital, ça a été une des choses qui nous a dit il faut qu'on change notre infrastructure. Toujours dans les contraintes de notre plateforme. Donc, Allo Resto,
c'est pour servir des gens qui ont faim. En règle générale, les gens qui ont faim, c'est toute la journée, toutes les heures. J'ai faim pour le petit-déj, j'ai envie de me commander un petit-déj. Midi, pareil, le soir, pareil. Sauf que vous avez aussi les gens qui sortent de boîte à 4 heures du matin. 4 heures du matin, j'ai envie de me manger quelque chose, tout est fermé, bah, on peut commander. Donc il faut absolument qu'on puisse garantir un service continu 24 heures sur 24, 7 sur 7. Même les jours fériés, après, forcément, en fonction des restaurateurs qu'on a, on ne peut pas forcément être ouvert dans toutes les zones, mais en tout cas dans les zones plus chaudes, type Paris, on aura la possibilité de commander à manger 24 heures sur 24. Sécuriser, je pense que c'est un sujet qui parle à tout le monde. On a un site internet, on a un site de e-commerce, on a de plus en plus de visibilité. Plus vous êtes visible, plus vous êtes une cible pour les hackers. Vous allez avoir des attaques DDoS qui vont vouloir, les gens ils vont vouloir essayer de pénétrer dans votre site pour pouvoir vous voler des données. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut anticiper et il faut faire ce qu'il faut pour pouvoir éviter ce genre de problème. Oui, la sécurité pour Alloresto, c'était un vrai sujet parce qu'en fait, en 2016, je crois, vous aviez été élu l'un des sites les plus sécures. Oui. C'est une bonne et une mauvaise nouvelle à la fois parce que du coup, ils ont été pas mal challengés par la suite et on a dû faire beaucoup de tests de sécurité à l'issue de la migration à cause des fortes sollicitations qu'ils peuvent avoir. Oui, l'année dernière, on avait été nommé dans les 5 meilleurs e-commerçants en termes de sécurité. Bien entendu, derrière, ça n'a pas loupé, les gens sont venus nous voir. Derrière, on a une obligation de scalabilité, de modularité. Ça signifie que nous, notre business, il est pendant les heures de repas. Donc, il faut à ce moment-là qu'on ait une archi qui tienne. Sauf que, encore une fois, je prends l'exemple de 4 heures du matin. À 4 heures du matin, je vais avoir peut-être 10 personnes, 100 personnes qui vont venir. Je n'ai pas besoin de la même archi que j'ai en termes de dîner. Donc, en période creuse, bah, faut que je puisse justement modifier mon archi, ou en tout cas, ça, c'est une des solutions que vous pourriez avoir, par exemple, pour réduire vos coûts, réduire votre archi. Faciliter des déploiements fréquents. Ça, c'est le fait qu'on travaille en mode agile. On a besoin de déployer très très rapidement des fixes, des nouvelles fonctionnalités en continu. Je vous disais tout à l'heure qu'on était leader. C'est très facile d'être leader dans votre domaine, sauf que c'est très difficile d'y rester si vous avez des concurrents qui viennent et qui ont la dalle. Les concurrents, ils vont venir, ils vont vraiment mettre tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir prendre votre place de leader. Vous, derrière, vous devez rester à votre place de leader. Donc, il faut pouvoir innover, toujours déployer, toujours offrir de nouvelles choses. Donc ça, c'est ça, tout réuni, c'est ce que j'appelle dans mon quotidien les 3 S, donc la scalabilité, la sécurité et la stabilité. C'est les 3 choses les plus essentielles dans mon travail au quotidien pour pouvoir fournir un service 24 heures sur 24. Donc, pourquoi on a fait une migration? Comme beaucoup d'autres sociétés, on a commencé par un data center. Donc, on travaillait avec un autre infogéreur où on avait des machines physiques. Les machines physiques, il y a beaucoup de contraintes. Vous avez le fait que ce soit du matériel qui vieillit. Donc, au bout d'1 an, 2 ans, comme tous nos smartphones, ils sont déjà dépassés. Et du coup, il faut toujours renouveler. Si vous voulez louer, ça a un certain coût. Si vous voulez acheter, c'est un certain coût aussi. Mais si vous achetez, ça veut dire que dans 2 ans, vous devez renouveler tout votre matériel. Ça, c'est des choses qu'on a eues. Vous avez aussi le fait que encore une fois, que le matériel vieillisse. Vous pouvez avoir des problèmes, tout simplement. Ça arrive, un problème électrique parce qu'il y a une défaillance. On a eu une fois une salle d'un des data centers qui a eu un problème électrique. Toute la salle est tombée. Heureusement, on était en multi-data center à côté et on a pu récupérer, mais voilà, vous avez ce genre de soucis-là. Quand vous avez des problèmes type une carte réseau, je dis pas, c'est très bête. Vous avez un problème sur un port. Pour pouvoir l'analyser, c'est super chaud parce que votre site ne tombe pas.
vous avez toujours le trafic qui vient dessus, mais vous ne savez pas pourquoi c'est lent, juste parce qu'il y a eu un port qui a été qui est mort tout simplement, parce qu'il y a eu une faille matérielle. Une autre fois, vous avez le disque dur qui tombe. Comment vous faites si vous n'avez pas de réplication derrière? Heureusement, on avait tous les backups qu'il faut, mais ça, c'est les contraintes qu'on a en data center. Si vous voulez faire évoluer votre architecture, c'est beaucoup trop lent. C'est comme le monde cet escargot. Si vous voulez renouveler toute votre architecture, faut commander le matériel. Donc, quand vous êtes avec un infogéreur, il faut que le partenaire de l'infogéreur commande le matériel. Vous avez les délais de livraison. Si il respecte les délais de livraison derrière, il faut l'installer. Derrière, il faut le paramétrer. Tout ça, c'est des choses qui prennent du temps. Nous, on est comme le petit lapin d'Alice au Pays des Merveilles, on n'a pas le temps. On est tout le temps en train de courir parce qu'on veut innover et on veut essayer d'aller plus vite. Et le problème, c'est qu'on veut aller plus vite, mais on n'a toujours pas le temps. Donc, quand je dis à un infogéreur, j'ai besoin d'une nouvelle archi parce que j'ai tel ou tel test à faire, il faut qu'il puisse me le sortir en moins de 2 semaines. Là, avec le data center, des fois, on avait des soucis. Des fois, il me disait 2 jours, des fois, il me disait 3 jours, mais ça, c'est pour me faire plaisir. La réalité était autre. Donc, tout ça, c'est des raisons pour lesquelles on a voulu faire la migration. Donc les challenges techniques, les vrais challenges techniques pour Allo Resto, c'était qu'on savait qu'on voulait aller sur Amazon Web Services parce qu'on connaissait les solutions, on savait ce qu'il fallait faire. Malheureusement, on n'avait pas ni le staff, ni la réelle connaissance de faire la migration. On a l'idée, on sait comment faire, mais on ne sait pas réellement le faire. Ça, c'est une chose qui était problématique pour nous. Vous allez me dire, j'aurais pu faire appel au reste du groupe, sauf que le reste du groupe s'occupe du reste du groupe. Donc, c'est pas forcément facile de pouvoir demander à d'autres ingénieurs qui travaillent sur une autre plateforme de venir sur votre plateforme qui a une techno différente en plus. Donc, c'est là qu'on a trouvé le partenariat avec Claranet pour effectuer notre migration. Ils sont venus, ils nous ont expliqué comment faire, ils nous ont convaincus avec justement en apportant les petits détails. Après avoir vu notre architecture, ils nous ont apporté 2-3 détails qui ont fait qu'on savait que ça allait aller vite. Derrière, au niveau des services AWS, on n'a pas de secret. Hein, on utilise les plus basiques. Hein, ça peut partir de l'EC2 pour les web serveurs, le Route 53 c'était pour le switch de nos DNS, les load balancers forcément pour répartir la charge. Les VPC, une chose qui était un peu importante pour nous, c'était pouvoir se plugger sur le reste du réseau de notre groupe. Avant, on était sur le réseau de notre infogéreur. Maintenant, grâce au VPC, on arrive à se plugger au reste du groupe. Comme ça, on peut partager des informations. Quand vous faites ça, vous gagnez du temps. Quand une société se globalise, c'est important de penser au partage de données avec le reste du groupe. AWS IAM, c'est pour forcément la création des différents profils pour pouvoir filtrer et donner la liste des accès qu'on veut donner à chaque profil différent. Vous avez l'admin, vous avez l'utilisateur, vous avez les marketeurs qui vont vouloir pouvoir uploader des datas sur S3 pour pouvoir les rendre publics parce qu'ils n'ont pas forcément des serveurs parce qu'ils n'ont pas les ressources parce qu'ils n'ont pas les fonds pour. Donc, ils viennent voir l'IT et ils demandent est-ce que tu peux mettre cette image sur le net. Ça, oui, on crée un profil basique pour qu'il puisse avoir un accès à un bucket S3 pour qu'il puisse diffuser son image. Au niveau de l'EFS, on a beaucoup d'images qui sont affichées, notamment les images de plat et tout ça. C'est des choses qu'ils vont pouvoir partager à travers toute l'architecture. Sur toutes les instances. Côté base de données, on a pris le plus simple, on a pris le RDS, qui lui est d'une grande aide parce que, par exemple, avant, on avait un problème sur une base de données, on ne savait pas si c'était la répi ou le master qui tombait, ou si jamais, quand on était passé en cluster, il fallait prendre plus de machines. Là, avec le multi-AZ, on est tranquille. Et surtout avec le failover. Donc, la migration en elle-même. Sur le tableau du haut, vous avez l'estimation. En dessous, vous avez la réalité. Comme vous pouvez voir, la migration, on l'avait estimée à 8 semaines.
ce qui est très ambitieux, sachant que c'était en plein été et que derrière, on avait une deadline parce qu'il y avait la campagne de com qui arrivait. Donc, on a quand même fait une migration juste avant une campagne de com, il faut savoir ça. Ouais, c'est ce qui explique aussi qu'on n'a pas utilisé tous les services AWS qu'on aurait voulu utiliser pour aller plus loin finalement sur notre approche DevOps, c'est qu'on avait cette contrainte de timing de V2 en fait du site qui nous obligeait à migrer avec le minimum de risques en utilisant certains services managés mais sans non plus aller trop loin. Deuxième tableau, bah, vous avez la réalité des choses. On a pris plus ou moins une semaine de plus pour la sandbox, pour le testing et la production. Mais au final, on est passé de 8 semaines à 9 semaines. Donc, on peut dire que la migration s'est bien passée. En plus, si vous pouvez voir les chiffres, donc on devait commencer la semaine 27, on a commencé la semaine 31. Tout ça, c'est l'administratif. Vous voulez faire valider votre projet, derrière le groupe, il faut qu'il valide. Bah, ça prend plusieurs allers-retours et ça prend plusieurs semaines. Au niveau de la sandbox, on est allé au plus simple. On a voulu, notre architecture sur notre ancien infogéreur dans le data center fonctionnait. Donc on a décidé qu'on allait migrer à ISO. Donc on a fait, on s'est pas pris la tête, on a pris tous les services qu'on avait, on les a remis sur de la AWS. On a optimisé 2-3 choses, type l'ajout des Nginx pour pouvoir gérer les proxys. Derrière, on a utilisé de l'ELB pour tout ça. Après, c'était pas très compliqué dans le sens où on avait déjà notre schéma d'archi en fait. Bien sûr, dans la sandbox, le but c'est de créer en fait un environnement qui puisse être testable et reproductible, parce que sinon ça sert à rien d'utiliser AWS. C'est pour ça qu'on a, on a généré cette plateforme. Derrière, on a testé toutes les couches applicatives, que ce soit le front, le back, les web services, les API. Il fallait que tout fonctionne, que ce soit les modes de paiement, les web services avec les partenaires externes. Tout ça, fallait qu'il puisse être testable. Donc le but, c'était vraiment de créer cet environnement, en tout cas un environnement qui puisse être reproductible. Justement, la mise en place des modes de déploiement, c'était parce que on voulait pouvoir accélérer les choses derrière, au lieu de créer et ensuite attendre comme ce qu'on pourrait faire avec une archi physique. C'est pas le but. Là, ce qu'il fallait faire, c'était créer un mode qui puisse être repopé derrière en mode je veux une prod, je veux derrière une pré-prod, derrière je veux une archi de dev ou un QA ou un environnement de test. Voilà, ça c'est des choses qu'on a préparées en sandbox. Après avoir vérifié que tout l'applicatif fonctionnait, on voulait savoir à quel point, comment il fallait scaler notre architecture, à quel point on pouvait tester, enfin on pouvait tenir la charge. Donc on a fait des tirs de charge. Pourquoi on a fait des tirs de charge? Parce que d'une, il fallait être sûr que notre architecture tenait comme ce qu'on avait avant la migration. Et de deux, encore une fois, on avait la campagne de com qui arrivait derrière. Donc si vous me dites qu'il y a 8000 visiteurs qui arrivent en 2 secondes et que j'arrive pas à les tenir, ça sert à rien de faire la migration. Autant mettre une page de maintenance et puis croiser les doigts que la direction ne vient pas vous voir. Donc pour les tirs de charge, on a généré une quinzaine de scénarios, une vingtaine de scénarios qu'on a codés avec du locust. Derrière, on les a paramétrés pour générer un trafic quasi, on va dire, réel. Pour vous donner quelques chiffres, vous avez, donc, quand je parlais de la campagne de com, vous avez genre 8000 visiteurs. Les visiteurs, c'est le plus simple que vous avez. Vous affichez une page qui est cachée. Ça, c'est pas problématique. Mais derrière, vous avez les clients qui ont faim. Donc là, pour le coup, pour pouvoir optimiser, il faut faire la part des choses entre le cache et le non-cache. Derrière, vous avez vos équipes, parce qu'on a des hotliners, parce que les plaintes, ça arrive très très souvent. Une commande qui se passe mal, ça peut très vite arriver. Donc vous devez avoir une équipe de hotliners derrière qui puisse lister la totalité et voir les informations de chacune des commandes. Donc vous avez quoi, une quarantaine d'hotliners qui tapent sur l'intégralité de votre base de données. Derrière, vous avez, comme je vous disais, 4000 restaurateurs. Les 4000 restaurateurs, il faut bien qu'ils aillent chercher les informations quelque part. Donc ça, c'est des choses où vous avez un total de visiteurs qui est assez constant, sachant que les restaurateurs, ils tapent tout le temps en continu. Ils n'arrêtent pas parce que sinon, ils peuvent pas savoir quand est-ce qu'ils reçoivent leur commande. Les visiteurs, c'est en dents de scie. Et les visiteurs de la campagne télé, eux, c'est vraiment en pic.
exponentielle. Donc tout ça fait que les tirs de charge doivent être faits pour être proches de ce qu'on a en réel. Derrière, vous analysez les métriques. Derrière, vous optimisez parce que vous envoyez les trucs au dev et rebelote jusqu'à que l'architecture réponde avec les métriques que vous voulez. Derrière, la mise en production, c'est la préparation à la migration au final. Donc on recrée tout l'environnement avec les datas, on met une mise en place une réplication vers la base de prod pour être sûr que le jour J, on n'ait pas de problème. On refait les règles de sécurité parce que évidemment, quand on est en sandbox, tout est bloqué. Il n'y a que 2-3 personnes qui auront accès. En production, il va falloir commencer à ouvrir les vannes et en mettre des règles. Est-ce que cette IP-là de ce fournisseur-là doit pouvoir y accéder et patati et patata. Et vous avez aussi également les VPC avec le reste du groupe à mettre en place. Ensuite, bien évidemment, il faut créer le plan de migration pour être sûr que le jour de la migration se passe bien. Et effectivement, ça s'est très très bien passé parce que le jour de la migration, on n'a fait que suivre les étapes suivantes. Ça a été aussi simple que ça. On a mis en maintenance notre ancienne archi. On a fait la synchronisation de tous nos assets et toutes nos datas qui manquaient, bien sûr. On remet un jour encore une fois les security groups pour pouvoir être pour la migration. On a juste effectué un switch DNS. Ensuite, il y avait le trafic entrant qui commençait à arriver. On commence à bourriner avec les tests. On avait à peu près 10 QA qui travaillaient avec nous. Et là, pour le coup, on teste à chaud. Parce qu'il y a toujours des petites choses que vous pouvez oublier par-ci. Un fichier de conf, le fait que cette data-là, dans la base de données, elle n'a pas été mise à jour au moment, du coup, ça bloque tous vos cron jobs. C'est des petites choses comme ça qui font qui ne peuvent pas être tout le temps prévues parce que c'est tellement petit que vous ne les voyez pas quand vous préparez votre migration. Sauf que ce n'est pas un bloqueur quand si vous vous dites que vous avez la main complète sur l'archi pour pouvoir corriger à chaud. Et après tout ça, une fois que tout est OK, comme je disais tout à l'heure à l'autre session, on a commencé à 2h. À 9h, on était au petit-déj. Tout simplement. Au niveau des bénéfices vus de Allo Resto, donc en temps de réponse, rien qu'en faisant le switch sur AWS, on a déjà divisé nos temps de réponse par 3. J'imagine qu'il y avait potentiellement des problèmes de réseau, des problèmes de sizing d'archi, de mémoire, de CPU, je ne sais pas. Mais rien qu'en faisant notre migration, on a divisé les temps de réponse par 3. C'est ce qui n'est pas négligeable quand vous dites que quand vous avez beaucoup de visiteurs, il faut avoir un site qui est rapide. Quand je dis quasiment 100% de disponibilité, comme je vous disais tout à l'heure, on est la cible de hackers. Donc si on se fait hacker, vous pouvez faire, quand vous prenez une DDoS, c'est une DDoS. Voilà. Vous croisez les doigts et vous attendez que l'orage passe. Vous avez toujours des solutions, sauf que des fois, la DDoS, elle peut s'amplifier. Donc vous n'avez pas forcément ce qu'il faut et derrière on peut potentiellement perdre quelques minutes. Voilà. Et puis derrière aussi, on a eu des petits problèmes de code parce que vous avez des pépins avec les développeurs qui n'ont pas tout vérifié. Donc ça c'est des choses qui arrivent. Donc on est on est au-dessus de 98% de disponibilité, si vous voulez savoir. Les déploiements. Donc on était sur des déploiements bimensuels à peu près parce que avec l'ancien infogéreur, il fallait voir la disponibilité des ingénieurs, il fallait vérifier pendant une semaine et patati patata. Maintenant, on fait des déploiements quasi quotidiens, plusieurs fois par semaine. Il m'est même arrivé, parce que j'avais un fixe qui n'était pas encore passé par un dev, de déployer pendant un week-end. J'appuie avec l'outil que Claranet nous a filé, j'appuie sur un bouton et c'était parti. Récemment, on a eu une demande de nos développeurs pour effectuer un hackathon sur des nouvelles fonctionnalités. Le hackathon, on ne le fait pas sur la prod, on ne le fait pas sur la pré-prod, on fait éventuellement sur un environnement de test, sauf que l'environnement de test, il nous le faut. Là, une des possibilités que nous offre AWS, c'est de pouvoir repoper une infrastructure complète qui puisse être on va dire dans un mauvais langage, défoncé par nos développeurs pour que justement qu'ils puissent s'amuser avec
avec, durant le hackathon. Donc ça, c'est des choses qu'on ne peut pas faire dans un data center. Ça, c'est des choses qu'on peut faire avec AWS. En termes de next step, avec AWS, on nous a parlé de autoscaling, on a entendu parler de FinOps. Tout ça, c'est des choses qui vont faire sourire votre board et surtout le directeur financier quand vous lui dites que vous pouvez réduire les coûts. Donc, on va sûrement passer au mode FinOps avec Claranet pour pouvoir voir toutes les briques où on pourrait gagner, à savoir changer le type d'instance, diminuer le nombre d'instances, autoscaling, ça c'est déjà une chose. Derrière, ce qu'on veut, encore une fois, c'est qu'on n'a pas encore mis en place, c'est l'intégration continue pour pouvoir déployer encore plus vite. Comme ça passe du dev à la prod sans passer par d'autres étapes intermédiaires qu'on a à l'heure actuelle. Donc ça, c'est plein de choses qu'on pourrait faire et qu'on va faire avec Claranet. Et pour ceux qui ont faim, qui veulent tester le service d'Alloresto, je vous propose, si vous n'avez pas encore essayé, d'utiliser le code promo ALLOAWS qui vous permet d'avoir moins 15% sur votre première commande. Jusqu'à demain. Voilà. Merci. Merci Noël, merci Frédéric Atlan pour ce retour d'expérience. Utilisez le bon de commande, hein. Ça peut être sympa, hein. Voilà. Comme ça, vous allez pouvoir tester directement aussi les services. Par rapport à ça, si vous avez des questions, que ce soit sur Claranet, sur le projet Alloresto, Frédéric Atlan et Noël Lee se tiennent à vos dispositions sur le stand P1 de Claranet. Et je vous demande quelque chose, c'est avant de partir, vous prenez même pas 2 secondes et vous allez sur la petite adresse pour pouvoir voter, pour savoir est-ce que la session vous a plu et savoir aussi ce qu'on doit améliorer sur les prochaines sessions l'année prochaine. Je vous remercie beaucoup et à très vite sur les différents stands. Au revoir.